Français parlent aux Français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue dans ce nouveau rendez-vous du cycle de conférences de la Fondation de la France Libre. Nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir aujourd'hui Denise Beau-Lofi, qui a étudié, travaillé et réalisé un ouvrage sur le parcours d'Alexandre Lofi, Français libre et héros du jour J, qui n'est autre que son père et auquel elle rend par la même occasion un très bel hommage. Un ouvrage très justement intitulé « Il fallait y croire ». Avant de faire partie des 177 hommes du commando Kieffer qui ont débarqué le 6 juin 1944 en Normandie, Alexandre Lofi a combattu dès l'année 1940 au sein des forces françaises libres et s'est distingué à de nombreuses reprises jusqu'à la victoire finale. Ce chef exemplaire, meneur d'hommes intelligent et courageux, comme le qualifie Léon Gauthier dans la préface, a été fait compagnon de la libération par le général de Gaulle à l'issue de la guerre. Vous mettez judicieusement en parallèle l'autre grande histoire de sa vie, celle de sa rencontre avec Simone, qui devient, dès 1941, son épouse et son indéfectible soutien. C'est donc une conférence pas comme les autres à laquelle nous vous convions aujourd'hui, car elle est le fruit d'une histoire familiale et d'un parcours militaire hors norme. Rendre hommage à Alexandre Lofi, et par la même occasion au commando Kieffer, revêt également pour nous, Fondation de la France Libre, une très grande importance. Et c'est pourquoi nous sommes particulièrement heureux de vous recevoir aujourd'hui, chère Denise Beau-Lofi, à la Fondation de la France Libre. Bonsoir. Merci beaucoup. Monsieur Christophe Bayard, secrétaire général de la Fondation de la France Libre, Mesdames et Messieurs les représentants de la France Libre, Mesdames et Messieurs les familles de Français libres, merci de m'accueillir aujourd'hui pour ce moment de partage de la vie d'un grand homme, Alexandre Lofi, compagnon de la Libération et héros de la dernière guerre. Comment ne pas parler d'Hubert Germain, compagnon de la Libération et grande figure de la France libre. Mardi 12 octobre, Hubert Germain nous a quittés à l'âge de 101 ans. Son parcours élogieux est connu de tous. Après l'hommage rendu aux Invalides vendredi, en présence du président de la République, une cérémonie aura lieu le 11 novembre à l'Arc de Triomphe et suivie de son inhumation au Mont Valérien. Il occupera le dernier caveau de ce haut lieu de mémoire. Ayons tous une pensée émue aujourd'hui pour ce dernier compagnon de la Libération. Avant de vous présenter mon livre, je souhaitais vous parler, non pas comme une conférencière, et encore moins comme une historienne, mais très humblement et avec simplicité du général de Gaulle, et de ceux qu'il a représentés pour beaucoup, surtout pour ceux qui l'ont écouté et suivi tout au long de cette guerre. Cet homme déterminé, prêt à se battre pour sa patrie, et que mon père vénérait plus que tout, nous a rendu notre liberté. Malgré l'évidence de la défaite en mai et juin 40, le général de Gaulle annonce son intention de poursuivre le combat. Il refuse la défaite et, transgressant les règles du devoir militaire, lance à la BBC de Londres le célèbre appel du 18 juin. Beaucoup de Français n'acceptent pas la capitulation, ni la servitude, pour des raisons que le général qualifie d'honneur, de bon sens et d'intérêt pour la patrie. Il invoque qu'il est absurde de considérer la lutte comme perdue. Oui, la défaite a été dure, mais il reste, dit-il, un vaste empire, une flotte, de l'or et des alliés. Il ne veut en aucun cas laisser une France soumise à l'ennemi. S'en suivront ces dernières phrases fortes et décisives que tout le monde connaît. Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. J'invite tous les militaires français, des armées, de terre, de mer et de l'air. J'invite les chefs, les soldats, les marins, les aviateurs des forces françaises de terre, de mer et de l'air, où qu'ils se trouvent, à se mettre en rapport avec moi. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France libre dans l'honneur et dans l'indépendance. Je crois que c'est important de le souligner, puisque ça fait quand même partie de la suite. Alors je vais donc vous présenter mon livre,
Et vous allez vous poser des questions si je vous dis que j'ai écrit ce livre 20 ans après la mort de mon père. Pour quelle raison? À la mort de celui-ci, en 1992, j'ai découvert qui était réellement ce grand homme dont les faits de guerre étaient cités avec tant de reconnaissance et de mérite. J'ai décidé qu'un jour, j'écrirai l'histoire de ce héros humble, discret et modeste. J'ai mis 2 ans pour écrire cette biographie de la vie de mes parents pendant la période trouble de la Seconde Guerre mondiale. Je ne voulais pas réécrire la guerre. Je souhaitais tout simplement raconter leur propre histoire. J'ai glané auprès des anciens, mais surtout auprès de ma mère, renseignements, anecdotes, documents, et j'ai reconstitué leur vie débordante d'action, d'amour, de bonheur, mais aussi de souffrance. Je suis fière d'avoir rendu à mon père la place qu'il méritait et à ma mère son rôle d'épouse et de mère courageuse. C'est toute l'émotion qui remonte encore aujourd'hui. Je vais retracer en quelques mots le début de sa carrière militaire et vous plonger, grâce aux photos, dans le contexte du livre. Voilà Alexandre au 3e rang, en 1929, à la fin du CM2, certificat d'études en poche dans la ville de l'hôpital, ville de son enfance. Dans la même année, il fait sa communion solennelle. Il entre à l'école des pupilles de la marine sur les conseils de son instituteur en 1930. Il n'a que 13 ans. Il a vu son père, mineur de fond, revenir du travail et a juré qu'il ne serait jamais l'otage de la mine. Il veut devenir marin et rêve de naviguer. En 1933, il s'engage dans la marine. En 1934, il est breveté fusilier marin. En 1935, passionné de sport, il obtient le brevet de moniteur d'éducation physique. Il embarque sur le contre-torpilleur le Tigre et navigue en Méditerranée de 1936 à 1939. Si je peux me permettre, puisque je suis l'assistant quand même. Donc on peut voir Alexandre Lofi, 1934, et sur différentes tenues sur un bateau que portait l'équipage. Il y a toutes sortes de tenues, hein. Ça va de tenue de travail, tenue de sortie, la tenue de mer lorsqu'il y a des embruns, encore une tenue de travail, là le sport, voilà. Et maintenant, 1935, voilà, Alexandre Lofi. Donc, obtient son brevet de moniteur d'éducation physique. Il embarque sur le contre-torpilleur le Tigre et navigue en Méditerranée de 1936 à 1939. En 1939, il est admis au cours de brevet supérieur à Brest. Malheureusement, la déclaration de guerre va changer le cours de ses objectifs. Suite à la capitulation de la France le 17 juin 1940, il décide de continuer la guerre aux côtés des Anglais. Second maître instructeur à l'école navale en 1940, il rejoint les forces françaises libres en Angleterre. Ayant répondu à l'appel du général de Gaulle, il est chargé du recrutement puis de l'instruction du bataillon de fusiliers marins à Londres. Il a décidé de faire la guerre et non de la fuir. Affecté au bataillon dès sa création, il est envoyé avec son unité pour défendre les côtes d'Afrique de l'Ouest, Douala, Pointe-Noire. Promu officier des équipages, il sera vite le moteur du bataillon. Il rencontre Simone à Douala, qui était arrivée de France un an plus tôt. La timide jeune fille de 16 ans et demi deviendra son épouse l'année suivante. Le mariage a lieu le 25 octobre 1941 dans la cathédrale de Douala. Joie, bonheur, mais aussi insouciance. Pourtant, ce jeune couple, en s'unissant, savait qu'il risquait une séparation. Et 15 jours seulement après leur mariage,
Le bataillon d'Alex est envoyé au Liban. La guerre bat son plein en Europe, en Afrique du Nord, Égypte, Libye, Tunisie. L'intrépide petite Simone décide cependant de rejoindre seule son mari par ses propres moyens. Elle attend avec impatience son laissez-passer et en février 1942, avec une simple valise, elle quitte sa famille par différents moyens de locomotion. Je ne vous en dis pas plus. Douala, Yaoundé, Bangui, Fort-Lamy, Al-Facher, Khartoum, Le Caire et enfin Beyrouth. Un incroyable périple de 8000 km semé de difficultés et de rebondissements. Fin mars 1942, elle arrive à Beyrouth. L'atmosphère est relativement calme et Alex, qui assure la surveillance des côtes du Liban, continue son travail de recrutement et d'entraînement de volontaires, car il sait que tôt ou tard, il sera rappelé en Angleterre, et cette fois-ci pour faire la guerre. La naissance d'Alain, le 11 février 1943, est un bonheur total pour notre jeune couple. Bonheur de courte durée, car là encore, 15 jours après la venue de ce bébé, le bataillon quitte Beyrouth pour rejoindre l'Angleterre. Avec l'accord de son commandant, Alex rapatrie sa petite famille avec lui sur un transporteur de troupes, le Maloja, partant de Port Saïd. 2 mois et demi de mer, sans confort, avec un bébé de 3 semaines, en longeant les côtes africaines sous la menace de l'ennemi. Voyage long et éprouvant, surtout pour la maman qui n'a pas le pied marin. Alex rejoint Philippe Kieffer, son mentor. Celui-ci avait quitté Haïti à 40 ans et s'était engagé dans l'armée de terre, puis affecté à l'état-major de la marine Dunkerque. Après le désastre des armées françaises, il quitte la France le 18 juin pour rejoindre les forces françaises navales libres. Après le succès du raid britannique en 1941 en Norvège sur les îles Lofoten, Kieffer a une idée bien déterminée: créer un commando français à l'image des Britanniques. La tâche s'avère difficile, car les Anglais sont frileux et très fiers de leur commando et n'ont pas envie de partager leur prestigieuse armée avec les soldats étrangers. Philippe Kieffer obtient, après plusieurs mois de tractations, l'accord de l'amiral Muselier et surtout des Anglais. Après un premier recrutement de volontaires, 28 hommes sont sélectionnés pour former la première compagnie de fusiliers marins. S'ensuivra en avril 1942 l'admission au fameux stage commando à Aknakari. Entraînement à la limite de la résistance humaine, marche de jour comme de nuit, tirs à balles réelles, parcours d'obstacles, rien ne leur est épargné. Fier de ces 15 hommes brevetés, Kieffer participe en août 1942 à l'opération Jubilé, qui sera malheureusement un échec. Mais il n'abandonne pas. Fin mai 1943, il dispose de 81 commandos. Et en juin 1943, revenu du Liban, le 2e bataillon de fusiliers marins d'Alexandre Lofi vient grossir les rangs de 45 nouveaux volontaires. En septembre 1943, le lieutenant Amaury constitue le 3e groupe de volontaires et forme ainsi la section Kagen, ainsi que se rajoute le service de santé du médecin-capitaine Lyon. Tous ces hommes, désormais brevetés, opérationnels, vont former les troupes 1 et 8 qui seront pour la première fois réunies à Eastbourne. L'amiral d'Angerlieu leur mettra leur fameux béret vert en janvier 1944. Pendant cette année, Alex n'aura rien lâché, encouragé ses hommes et fier d'eux. Il gagne ainsi la confiance de Philippe Kieffer. En effectuant les raids de sondage sur les côtes normandes, le Pas-de-Calais et la Belgique, afin d'obtenir un maximum de renseignements en vue du débarquement, les pertes françaises sont lourdes. 12 hommes sont tués, dont 10 Français, ou disparus. Le capitaine Trébel ne reviendra jamais de Wassenaar en février 1944.
Et c'est à lui, à Alex, que le commandant Kiefer confie le commandement de la troupe 8. En avril 1944, les commandos français forment le 1er bataillon de fusiliers marins rattaché au numéro 4 commando du colonel Dawson. Le 25 mai 1944, ils rejoignent le camp d'Américains de Chilfield entre Portsmouth et Southampton. Les Français vont découvrir l'ampleur de leur mission. Dans un premier temps, prise des points forts de Rivabella et du Casino, jonction au pont de Pegasus avec la 6e division aéroportée britannique du Major Howard, maintien de la tête de pont créée au nord-est de Caen pour protéger les plages. Tout le monde attend avec impatience le débarquement, resté secret jusqu'au dernier jour. L'épouse d'Alex, qui séjournait avec son bébé au bord de la côte de l'Angleterre à Eastbourne, se trouve maintenant à Londres, dans une famille française où elle est beaucoup plus en sécurité, malgré les alertes, les bombardements répétés et les nuits dans les abris. Elle sait que son mari va participer au débarquement, mais le reverra-t-elle? Le 5 juin, la troupe numéro 8 embarque sur la barge 523, la 527 étant celle de Kiefer. Le 6 juin 1944 à 7h20, Alex pose le pied le premier sur le sol de Normandie, à Colville-sur-Mer, rebaptisé aujourd'hui Colville-Montgomery. Si la barge 523 a pu accoster sans problème, la barge 527 est touchée par un obus et 26 officiers de la troupe 1 sont blessés, dont le commandant Kiefer. 3 commandos meurent sur la plage et ce ne sera malheureusement qu'un début. La prise du casino de Ouistreham s'avère difficile. En son milieu, un mur en béton forme une chicane. Kiefer et ses hommes se retrouvent pris au piège. Alors que la troupe d'Alex livre des combats très durs contre un blocos allemand, aujourd'hui est érigée la flamme sur ce blocos. Kiefer demande alors l'appui d'armes lourdes et c'est avec un char qu'ils viennent à bout du casino et du belvédère. En fin de matinée, le bilan est lourd. 10 morts, 3 sur la plage, 7 dans la ville de Ouistreham et une trentaine de blessés rapatriés le jour même en Angleterre. Le 6 juin, sur les plages d'Utah, Omaha, Gold, Juneau et Sword, il y aura 10 000 pertes alliées, des tués ou des disparus. Lorsque les bérets verts quittent Colville, avec leurs camarades britanniques, c'est vers Bénouville qu'ils se dirigent pour établir la jonction avec la 6e Airborne. Ils traversent Saint-Aubin, Bénouville, le pont de Pegasus, où une forte résistance allemande est très présente et sème la mort dans les rangs des paras et des commandos. Puis ils se dirigent sur les hauteurs d'Anfréville, où ils arrivent à 20h à Racé. Leur mission, tenir ce verrou à l'est des plages pour repousser les contre-attaques allemandes. Ce sera une guerre statique, une guerre de tranchées, creusée à toute hâte malgré la fatigue. 3 commandos français seront malheureusement touchés à cette époque. Les hommes y resteront du 6 juin au 26 juin, en ayant pour QG la ferme des commandos, devenue la ferme Saunier. Entre-temps, le 9 juin, la blessure à la jambe du commandant Kiefer s'étant infectée, celui-ci est rapatrié en Angleterre pour y être soigné et il confiera le bataillon à Alexandre Loffy. 34 blessés repartent encore en Angleterre, 90 hommes sont seulement valides à ce moment-là. Puis c'est dans le bois de Bavant que les commandos vont relever un bataillon de parachutistes, ce bois truffé de mines et solidement tenu par les Allemands, qui organisent de nombreuses patrouilles accompagnées de tirs de mortier et de bombardements. Ils y resteront jusqu'au 16 août, date à laquelle ils vont libérer le village de Bavant sans tirer un seul coup de feu, les Allemands ayant fui. Malheureusement, pendant cette période, Kiefer comptabilisera encore 23 hommes blessés ou évacués. Avec le repli général des Allemands, les commandos poursuivent leur route vers la Seine et traversent dans des conditions effroyables les marais de Dives qui sont inondés et envahis de moustiques. Une dernière mission, et pas des moindres, est de s'emparer du mamelon de l'Épine, au nord de Puteaux-en-Auge.
La troupe 8 d'Alexandre Loffi est prête à en découdre. Il est 2h20, l'ennemi semble au repos dans les tranchées. Les Français sont à peine installés qu'une détonation déchire la nuit à 600 mètres d'eux. La section d'Alex est prise à partie, mais il réplique immédiatement. Et Paul Schoss enfonce les lignes de résistance au cours d'un assaut mené à la baïonnette. 8 Français sont blessés, tandis que plusieurs Allemands sont faits prisonniers. Les Français viennent de livrer le 20 août, et avec succès, leur dernier combat en Normandie. Pendant ce temps, Simone attend fébrilement des nouvelles du front. Les field postcards très laconiques sont toutefois rassurantes puisqu'elles sont signées Alex Loffi. C'est dans la région de Saint-Maclou que se termine le 25 août l'incroyable épopée de nos commandos français. Ils seront de retour une semaine plus tard en Angleterre pour un repos bien mérité. Reprendre l'entraînement, compléter les pertes subies et se préparer pour de nouveaux combats, mais lesquels? 96 combattants sont encore en ligne, dont certains revenus d'Angleterre après avoir été soignés. 52 seulement finiront les combats sans aucune blessure. Alex aura certes perdu des hommes lors de cette campagne de Normandie, mais il aura su aussi les protéger. Combien d'anciens vont louer sa témérité, son courage, sa volonté et surtout ses qualités de combattant. C'était un professionnel de la guerre qui avait une profonde connaissance du terrain et qui savait prévoir ce que faisait l'ennemi. Il a su préserver un grand nombre de vies, diront unanimement les anciens du numéro 4 commando. Ça va trop vite? Si je peux me permettre, c'est une citation d'Alexandre Loffi qu'on a retrouvée dans les archives départementales de Caen, dans le Calvados, où ils avaient un fonds Loffi qu'on a retrouvé il n'y a pas très longtemps, il y a 2 ans. Et les archives départementales ont eu la gentillesse de nous numériser le fonds pour qu'on puisse leur laisser à eux le fonds entier pour les historiens, pour ceux qui veulent faire des recherches, parce que ça part des fois dans les familles, puis ça disparaît. Ouais. Donc, je crois que vous le savez. Donc la citation d'Alexandre Loffi a été retrouvée là-bas. Voilà, mon boulot consiste à m'assurer que la vie du moindre soldat sous mes ordres ne soit jamais victime de ma propre incapacité militaire. Quand on a vu ça, on dit quand même, c'est des trucs des petits frissons. Ça te remue, quoi, ça te remue. Et on a été vraiment bien reçus aux archives, et du coup, c'est pour ça que les historiens qui vont là-bas, ils profitent des fonds que laissent les gens comme nous. Et ça, c'est bien, je trouve. Voilà. Merci, madame. Léon Gauthier m'a répété très souvent la phrase suivante. Ton père ne disait jamais, les gars, allez-y, mais les gars, suivez-moi. Et faites attention, le jour J, quand vous plongez dans les dunes, je ne veux pas vous voir ressortir, ni à droite, ni à gauche, car à la sortie, les Allemands ne vous louperont pas. Jean Couturier, qui était le second de mon père, suivait Alex comme un automate, qui, arme à la main, hurlait des encouragements à ses hommes. Alex ne perdra aucun de ses hommes sur la plage le 6 juin. Après la campagne de Normandie, le bataillon rejoint l'Angleterre, donc pour 15 jours de repos, mais une lourde tâche les attend. Le départ pour la Hollande, souvent malheureusement ignoré. La campagne de Hollande, on en a très peu parlé et elle mérite d'être racontée succinctement, mais je vais vous en dire 2 mots. Le port d'Anvers, libéré par les Britanniques, ne permettait pas le ravitaillement des forces alliées qui progressaient vers le Rhin en direction de l'Allemagne. Les Allemands détenaient malheureusement solidement les îles de Walcheren et de Beveland, qui formaient la rive droite de l'estuaire de l'Escaut. Et l'annonce du général Leicester, qui les avait embarqués dans cette belle mission, sa réponse a été tranchante. Rendre l'accès possible au port d'Anvers et détruire toutes les batteries lourdes. Mission d'une importance cruciale, les forces allemandes étant estimées à 9000 hommes, et la tâche très dure. 2000 hommes étaient stationnés et les Français allaient se battre à 1 contre 5.
Les snipers sont partout et Alex se trouve bloqué par avec sa troupe, par des tirs venant d'un blocos qui balaie les avenues avec des mitrailleuses lourdes. Il tient comme toujours à ménager la vie de ses hommes et demande l'appui des bombardiers légers Typhon. Au terme de combats acharnés, 3 officiers allemands se rendent et 54 hommes. Et le 8 novembre, les commandos donnent l'ultime combat, mais une délégation de soldats allemands arrive vers Alex, qui en allemand, parce que mon père parlait couramment l'allemand, les exhorte à se rendre, mettant fin à toute résistance et obtenant la reddition du colonel allemand des 35 officiers et de 1500 hommes. Ce brillant fait d'armes a été relaté par le commandant suprême des armées alliées comme l'un des plus braves et des plus audacieux de cette guerre. Le commandant Kiefer et le colonel Dawson peuvent être fiers de leurs hommes dont la devise « United we conquer » prend toute sa réalité. Simone a quitté Londres et rejoint la Lorraine avec son fils en avril 1945. Elle attend son mari avec impatience. 8 mai 1947, fête de la Libération. Le pays est en liesse et les cousins de la ville participent à la fête. Avant de rejoindre sa famille et sa ville natale, Alex ira à Paris pour les remises de décoration par le ministre de la Guerre, Légion d'honneur, Croix de guerre, défilé sur les Champs-Élysées. Puis, il se rendra à l'hôpital où demeure toute sa famille. L'enfant du pays l'avait bien dit en juin 1940, il voulait revenir auprès des siens en vainqueur, il n'a pas failli à sa parole. Le bataillon est ensuite affecté en Allemagne pour la garde des camps de prisonniers à Recklinghausen et jusqu'à la fin des années 1945, Alex aura pour mission la surveillance des villes autour du lac de Constance. Après la guerre, une récompense attend nos combattants. Un séjour d'1 semaine en Autriche, dans une station de ski. Et je suis toujours à la ville de l'hôpital. Tu en es à la ville de l'hôpital? Je vais moins vite que toi. On s'excuse, on règle nos petites... Et donc voilà les premières vacances. Et donc voilà, stop. Alexandre Loffi, la maman, Alain qui a bien grandi depuis 1943 là, déjà. La suite de la carrière de mon père est retracée par Robert Sérins, compagnon d'armes de mon père. J'ai trouvé ce passage tellement beau que mieux qu'un ancien compagnon pouvait la raconter. Ses qualités d'officier commando vont être encore utilisées puisqu'il sera chargé en mai 1946, avec une poignée de ses anciens gradés, de créer le cours de formation de commando marine à l'image des commandos britanniques. Ce sera la période du centre Sirocco près d'Alger. À partir de rien, avec l'appui de 2 officiers commando britanniques, des installations d'entraînement verront le jour et un certificat d'aptitude sera délivré pour servir dans un commando français. Durant 2 années, sous sa direction, sortiront les nombreux fusiliers marins commandos qui alimenteront les unités de commando nouvellement créées à partir de 1947. Lorsqu'il achève cette affectation, ce sont à ses capacités sportives que la marine fait appel. Création de cours d'aide-moniteur, direction du cours de moniteur d'éducation physique l'occupe durant plusieurs années. Citons son commandement à la compagnie de protection de Toulon, qui est actuellement le GFM, le groupement des fusiliers marins de Toulon, et son affectation au cours amphibie de la marine à Saint-Mandrier, qui le replonge dans l'ambiance commando. Ça lui manquait beaucoup, ça. En 1953. Drôle de tenue. Ses compétences dans le domaine sportif seront encore utiles dans ses affectations comme officier des sports de la 3e région maritime et à Marine Paris. Et en 1958, lorsque le général de Gaulle est venu visiter le Jean Bart,
Les compagnons de la Libération lui ont été présentés. À chacun, il posait la question « Et vous ?» Alex Lofi a répondu « Mon général, je crois vous dire simplement que le 6 juin 1944, j'étais le second du commandant Kieffer à Ouistreham. » Le général de Gaulle, visiblement ému, lui a tapé sur l'épaule et lui a répondu « N'en dites pas davantage, cela me suffit. » Dans l'intervalle, il aura été promu officier principal dans les plus jeunes de ce grade. Et outre ses activités militaires, un épisode de sa carrière est aussi à mentionner. Il fut conseiller technique du tournage Le film Le jour le plus long, rôle qui ne fut pas toujours facile, la vérité historique n'étant pas nécessairement en concordance avec les exigences du producteur. Notamment une scène où on voit dans le film les bonnes sœurs qui traversent le pont de Pégasus sous la mitraille. Et ça, eh ben, c'est quand même passé. Ce portrait d'Alexandre Lofi, militaire, combattant, sportif, ne serait pas complet sans évoquer brièvement l'homme, le chef. Pour tous ceux qui l'ont bien connu, il était droit, franc, direct, mais enjoué. C'était Alex. Comme chef, il était juste, bienveillant, mais imposant le respect par sa compétence. Il était aimé par ses camarades, par ses subordonnés, par tous ceux qui l'ont approché. Et quel meilleur témoignage de son souvenir apporté que de donner son nom à différentes rues, places, villes et villages libérés par le numéro 4 commando et les lieux où il a vécu. Que je vais doucement. Alors, Léon Gauthier, mon papa Léon, mon cher papa Léon, le dernier des 177 Français qui a fait la préface de mon livre, avait demandé que son ami Alex, qu'il n'a pas quitté durant toute la guerre et même avant la guerre, soit fait commandeur de la Légion d'honneur. Il voulait lui faire la surprise le jour du 50e anniversaire du débarquement. Mais la maladie et la mort ont rattrapé Alex, celui que les Anglais avaient surnommé The Lucky Man. Je vous laisse regarder. Là, il y a une stèle magnifique dans la ville de l'hôpital, extraordinaire. Extraordinaire, ce que le maire était impliqué pour son père, c'est incroyable. Et donc c'est le 5 décembre, où de temps en temps, là avec le Covid, on fait ce qu'on peut. Donc c'est la libération de la ville de l'hôpital. Là il y a de très belles cérémonies, de très belles commémorations, c'est incroyable. Toujours en Normandie, puisque là-bas, il y a fait... La place du Bavard qui a été libérée sans un coup de feu, parce que comme mon père parlait couramment l'allemand, il est allé rôder dans le village, prendre un peu la température, et quand il a vu que les Allemands n'y étaient plus, il a dit ça ne sert à rien d'attaquer le village. Donc voilà, donc il n'y a pas eu un coup de feu tiré à Bavard. L'avenue Alexandre Lofi à Cuers, où il est enterré, et où bien sûr tous les ans on fait une petite cérémonie pour lui, ce qui est normal. Ouistreham, le fameux blocos qui a été pris le jour J et qui a été rue d'épreuve. Donc là, ça, ce que vous voyez ici, là, le socle, c'est une tourelle qui est là. Et il y a les noms des compagnons qui sont sur le dessus, sur la flamme. Sur la flamme. Ça, ce qui est normal, ça doit être là. Le numéro 4 commando. Ensuite, voilà les décorations que vous allez pouvoir... Alors les décorations, hein. Donc évidemment, compagnon de la Libération, et je suis tellement fière de porter sa médaille. Croix de guerre 39-45 avec 3 palmes. La Military Cross, la plus haute distinction militaire anglaise. Officier de la Légion d'honneur en 59. Commandant de l'ordre du mérite national. Médaille d'or d'éducation physique. Médaille de blessure de guerre. Il a eu un petit éclat de grenade au coin de l'œil qui l'a gêné, mais enfin pour lequel il n'a pas fait cas pendant la guerre. C'est passé à côté. Voilà, ben, comme on le voit, les petits-enfants suivent parfois la trace de leur grand-père. Et voilà, mon dernier fils, le dernier de mes 3 enfants,
a fait le stage commando, brillamment réussi, et a servi dans les commandos pendant 20 ans. Voilà. Le voilà avec Léon Gauthier. Et une photo quand même qui est extraordinaire, magnifique. Bon, rassurez-vous, il va avoir 99 ans la semaine prochaine. Il se porte à merveille. Quand son ami Hubert Faure est décédé, c'était l'avant-dernier. Donc il est maintenant tout seul. Après avoir accusé le coup et être un petit peu, ben, évidemment, ça lui a fait de la peine parce qu'il savait qu'il n'en restait plus qu'un. Hein. Ben, il m'a dit, tout simplement, il m'a dit, ne t'inquiète pas, j'irai jusqu'à 100 ans et au-delà, parce que je veux toujours être là pour mes camarades. Ça, magnifique. Voilà, donc la PMM LOFI, qui a été, alors ça aussi, ça nous tenait un petit peu à cœur, parce que c'est preuve que l'on fait un petit peu, voilà, ressurgir Alexandre Lofi au moyen de moyens militaires. Et donc elle a été créée en 2017. 1917, c'est la naissance de mon père, en 2017. Nous avons fait la demande à la préfecture maritime où nous nous sommes rendus tous les deux, en 2014 je crois, en disant, bon, est-ce qu'éventuellement on pourrait avoir un centre de préparation militaire marine avec le nom d'un grand héros, il y en a eu tant d'autres bien sûr, mais comme c'est le nom de famille, et là on m'a dit bah, pourquoi pas. Et puis 1 an, 2 ans, de temps en temps je relançais Toulon, Paris, et puis un jour on m'a appelé en disant voilà, on a trouvé un centre de préparation militaire marine pour un marin, il sera à la montagne, ça sera Gap, dans le 04. Bon, c'est pas grave, parce que les jeunes qui sont maintenant tous les ans dans une session de 16 ou 18 jeunes qui sont intéressés, donc bah, nous ça nous a intéressés bien sûr. Et bon, il faisait froid, c'était 9 décembre la montagne, ça caillait un peu, mais enfin, le préfet maritime de Toulon a dit à Denise, quand même à 4 étoiles, vice-amiral d'escadre, il a dit écoute, pour votre père, je veux remettre le fanion à la PMM. Donc c'était quand même quelque chose. Et il était présent. Formidable. Voilà. Et voilà le fanion de la préparation militaire marine de Gap, dans le 04. Où on se rend une fois par an quand même. Pour remettre les diplômes aux jeunes. Et pour discuter avec les jeunes. Et puis ça les intéresse. Et en 2018, on l'a fait au Sénat. Remise des diplômes au Sénat. Donc là, les gamins, ils étaient bluffés, les montagnards à Paris. Au Sénat. Et ça, c'est vraiment, c'était extraordinaire. Alors, une dernière photo. Ben voilà. C'était en 1990, 2 ans avant sa mort, malheureusement. Et mon petit-fils qui a bien grandi, qui m'a fait arrière-grand-mère, et j'en suis fière. C'est la place du Général de Gaulle à La Valette, la ville où on habite. Alors je vais terminer tout simplement pour vous dire que la rédaction de cette biographie sur la vie de mes parents fut un exutoire, vous l'avez compris. Je connaissais très peu mon père et au fil des années, je me suis aperçue qui était ce grand homme. Donc, un exutoire, oui, un enrichissement culturel aussi, puisque j'ai traversé la période d'Afrique, du Liban, voilà, des régions que je ne connaissais pas et que j'ai réussi à transposer dans mon livre. Donc pour moi, ça a été un enrichissement culturel aussi. Et j'espère, au travers de ces 310 pages, vous faire partager, pour ceux et celles qui n'ont pas lu le livre, émotion, sensibilité, gratitude et surtout respect envers ceux qui ont libéré notre pays et ceux qui malheureusement y ont laissé leur vie. Je tiens à remercier tout particulièrement mon compagnon ici présent, lieutenant de vaisseau, sans qui mon livre n'aurait peut-être jamais vu le jour et serait resté à l'état de note manuscrite. Vous voyez qu'il pousse bien les choses. Mon papa de cœur, Papa Léon, qui a préfacé mon livre et m'a livré toutes les anecdotes que vous trouvez dans le livre, et il y en a. Et il y en a qui sont... Mes 3 enfants et ma sœur, qui m'ont encouragé et soutenu, et mes éditeurs qui ont cru en mon projet et qui sont là. Nous vous remercions, chers amis. Voilà. Car ce sont devenus effectivement des amis. Des amis. Voilà, écoutez, je pense que avec beaucoup d'émotions, j'ai toujours beaucoup d'émotions quand il faut que je parle de mon papa. Alors ça va mieux, ça va beaucoup mieux, ça y est. Si
s'il y a des photos éventuellement que je peux repasser, des photos, moi, si quelqu'un désire des photos, je repasse, si vous le voulez, hein, si certains désirent prendre... Oui. Bien, merci beaucoup déjà, chère Denise Bolofi, pour cette conférence qui était très intéressante parce que très vivante. Vraiment, un grand merci. Je pense qu'on peut vous applaudir. Vous avez le droit, évidemment, d'être fier de votre papa, comme vous l'avez dit. Et puis nous sommes très fiers des Français libres, de ces combattants qui ont mené ces combats et cette formidable épopée là, que vous avez retracée, bien sûr, et qu'on peut retrouver dans le livre. Alors, il y a sûrement des questions. Hein. On peut vous proposer de poser des questions si vous le souhaitez. Écoutez, je suis là pour ceux ou celles qui veulent... avoir des renseignements plus... Il y a une question. Voilà. Joël, Monsieur Corneau. Oui, simplement ce que je voulais dire... Merci, monsieur. Ce que je voulais dire, c'est que, bon, moi je me suis occupé au niveau de la maison d'édition, au niveau technique de l'ouvrage. Il y a quelque chose qui m'a frappé et j'ai trouvé qui caractérisait bien la personnalité du commandant Lofi. C'est que après... la campagne de France, la campagne de Hollande, il a été question d'intégrer les sous-officiers et officiers du commando de nouveau dans l'armée. Oui. Et l'intégration a eu lieu, mais on repartait sur leur ancien grade avant qu'il y ait eu toutes les campagnes des bérets verts. Le commandant Lofi, justement, et ça fait partie un peu de sa façon de se conduire avec ses subalternes, ses hommes, de dire, il a écrit au ministre de la guerre, une lettre de protestation, que j'ai trouvé moi absolument magnifique, c'est la raison pour laquelle on l'a bien mis dans les documents, où il proteste fermement contre cette décision qu'il imaginé, qu'il a expliqué comme étant extrêmement injuste, mais ces gens-là n'étaient pas restés derrière un bureau, mais avaient quand même bien travaillé pour la France. Et c'est bien d'avoir mis cette lettre-là dans l'ouvrage, et c'est pour ça que, comme Denise, tu n'en parlais pas, j'ai trouvé que ça soulignait parfaitement bien la personnalité du commandant. Merci Joël de l'avoir rappelé, merci beaucoup. Il y a peut-être d'autres questions dans la salle. N'hésitez pas. Peut-être un peu plus intime, comment était-il comme père de famille? Ça, c'est une très bonne question. Alors, comme père de famille, c'était un papa adorable. Malheureusement, qu'on ne le voyait pas beaucoup, de par ses obligations militaires, mais quand même très présent pour ses enfants, alors plus le week-end que la semaine. Le week-end, on a profité à fond. Et un qui en a bien profité aussi, c'est mon fils, mon dernier, qui a fait l'école des commandos après, parce que malheureusement, moi j'ai été veuve très jeune, et mes parents se sont beaucoup occupés de mon dernier fils, qui avait 9 ans de moins que ses sœurs, 9 ans de plus, 9 ans de moins que ses sœurs. Donc les sœurs s'étaient un petit peu enrôlées, le petit dernier était resté, moi je me débattais un petit peu toute seule, et du coup mes parents se sont beaucoup occupés de mon dernier. Et évidemment, le papy Alex avait organisé les cordes pour grimper dans les arbres, les portiques, etc., etc. Ça a été plus un très bon grand-père. Je ne dirais pas qu'il a été un mauvais père, c'est pas ça du tout, mais il était malheureusement absent très souvent. Et donc, et puis la seule chose qu'on peut lui reprocher, que je pourrais lui reprocher aujourd'hui, c'est tout simplement de ne pas avoir parlé. Et ça, moi, je l'ai regretté amèrement longtemps après, mais c'était trop tard, il n'était plus là. Et ça, ben, ça a été mon seul regret. Voilà. Moi, j'ai aussi quelque chose à dire, parce que j'ai fait une longue carrière dans la marine. Je me suis engagé en 1966, donc c'est pas d'aujourd'hui. J'ai fait 34 ans de marine nationale. Mais j'ai connu son papa en 1967, parce qu'il était officier des sports de la 3e région maritime Méditerranée. Donc, à l'école des apprentis mécaniciens, nous étions 2000, et tous les ans, pour la fête de l'école fin juin, lorsque tous les cours étaient terminés, on était 400 à faire des mouvements de gymnastique comme ils savaient nous faire à l'époque. Alors, un petit Marcel blanc, un short blanc, une petite paire de tennis blanc, et la coiffe du bonnet qu'on enlevait, la blanche, qu'on mettait sur la tête.
Et les fusiliers marins, encore eux, nous faisaient faire un tas de mouvements. Et Alexandre Loffi venait voir si la cérémonie allait bien se passer pour le préfet maritime qui allait venir. C'est comme ça que j'ai connu son papa. Enfin, je l'ai connu. Je ne l'ai pas côtoyé, mais c'est la première fois que j'ai vu Alexandre, c'était... voilà. Et, oui, et toujours avec un grand respect, c'est les témoignages que je reçois au fil des années, et c'est ce que je décris un petit peu dans son caractère. Il était bon, il était bienveillant, il a fait l'admiration de tous. Voilà. C'est quand même incroyable le nombre encore maintenant de témoignages de gens qu'on rencontre. La semaine dernière, nous avons été visiter le conservatoire des uniformes de la marine à Toulon. On ne connaissait pas. Et là, tu peux continuer. Qu'est-ce que tu as découvert dans ce conservatoire des uniformes? Il y a la veste de votre papa au conservatoire des tenues militaires de Toulon. Incroyable. Chose que j'ignorais complètement, comme j'ignore encore certainement beaucoup de choses. Et là, j'ai vu la tenue militaire, on me dit la veste de Sceaux avec laquelle il a participé au débarquement de Hollande. Et là, on me dit, est-ce que vous la reconnaissez? Non, je ne peux pas la reconnaître. Comment voulez-vous que je reconnaisse cette veste? Ils l'ont sortie de la vitrine, ils me l'ont mise sur une table. Là, on l'a regardée de tous les côtés avec beaucoup d'émotion. Et puis le conservateur me dit, mais attendez, elle est écrite à l'intérieur, il y a son nom. J'ai dit, oui, je suppose donc que c'est la sienne. Il me dit non. Pour quelle raison? C'est que les vestes qu'il portait en temps de guerre ne portaient pas de nom à l'intérieur. C'est vrai. Donc, elle avait été écrite après. Alors, je la regarde, on discute, je reviens et je vois que les manches ont été rajoutées. Des petits manchons tricotés, rajoutés. Et je demande au conservateur, est-ce que les tenues sont, quand vous les recevez, est-ce qu'on les... On les restaure. On les restaure, mais il me dit pas du tout. Elles sont telles qu'elles sont, on l'a trouvée, elle est sur le portant. Je regarde, je vois ce manchon tricoté, je retourne la veste, je regarde à l'intérieur, et là, je vois un petit point de croix qui tenait ce manchon tricoté. Savez-vous qui l'avait fait? Oui, la maman. Vous avez tout compris. Et là, alors, au point de chausson, je dis le point de croix parce que c'est le point de chausson. Ah bon, d'accord. Et c'était à l'intérieur de la veste. Il y avait un point normal sur le dessus et un point de chausson à l'intérieur. Je dis ça, c'est imparable, c'est la veste de mon père. Vous pouvez en être certain. Vous êtes sûr, vous êtes sûr. Et là, encore un peu d'émotion. Voilà pour la petite anecdote. Allez, on va vous laisser... peut-être regarder. Alors oui, peut-être, bien sûr. Pour ceux et celles qui veulent dédicacer l'ouvrage. Je suis à votre dispo. Oui. Il faudrait quand même que tu parles du titre, il fallait y croire. Le titre n'est pas anodin. Il fallait y croire. Voilà, c'est ce qu'il disait, c'était le slogan. Oui, alors ça vient de papa, effectivement. Voilà, c'est quand même... Oui, tu as raison. Tu as raison, Francine, de le dire, parce que les gens m'ont posé la question, pourquoi ce titre, il fallait y croire. Il m'a dit un jour, je dis, papa, mais cette guerre, parce qu'il en a parlé, mais tellement succinctement que j'ignorais plein de choses. Et il me dit, mais tu sais, avec ta maman, il fallait qu'on y croie. Parce que j'ai dit, traverser toutes ces périodes douloureuses, etc., etc. Et il m'a dit un jour, il fallait y croire. Et ça, c'est resté gravé dans ma mémoire. C'est une chose qui était importante de souligner. Il fallait y croire. Et c'est vrai qu'ils y ont cru. Il a marché avec ce slogan, il fallait y croire. C'est vrai. Et on peut ajouter, c'est très français libre d'ailleurs, ça. Il fallait y croire, ça qualifie bien, ça correspond bien au français libre au début. Mais votre maman, est-ce qu'elle a joué le rôle, donc en fait elle était un soutien, mais elle a joué aussi, il y a souvent, on dit souvent derrière un grand homme, il y a une femme qui est là, ou inversement, mais il y croyait, elle l'a soutenu, des fois il a flanché. Ah oui, elle a joué un rôle comme ça, toujours, elle était active, j'imagine. Alors, elle était très active, elle était très débrouillarde. Il savait qu'il pouvait lui faire, lui savait, mon père, qu'il pouvait lui faire confiance dans quelque situation que ce soit, sauf qu'il avait ignoré qu'elle partirait, qu'elle ferait 8000 km sans lui. Je ne vous dis pas plus parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont racontées dans le livre et que si je vous dévoile tout, c'est pas là. Mais effectivement, ma mère a toujours été un soutien pour mon père, à quelque époque que ce soit, franchement. Et merci Francine pour cette couverture. Ah oui, alors la couverture, et voilà. C'est super parce que
Je crois que vous avez tous les deux, hein, parce que vous avez tous les deux mis votre touche personnelle. On a eu beaucoup de chance, beaucoup de chance. Alors il faut dire aussi, pour la petite anecdote, que M. Corneau, ici présent, notre éditeur, et son épouse Joël, Francine, c'est l'émotion. Sa fille, une de ses filles, travaillait avec moi en réanimation, puisque j'étais dans le milieu hospitalier. Et un jour, je lui ai dit à la retraite, elle m'a dit, qu'est-ce que tu feras à la retraite quand tu partiras à la retraite? J'ai dit, je vais peut-être écrire un livre. Et elle me dit, mon papa a une maison d'édition et il est passionné de la deuxième période. La Seconde Guerre mondiale. Voilà. Donc j'ai commencé à écrire et la coquine me disait toujours, tu me feras passer les premières feuilles que je lise. Que je dis, non, c'est un secret, c'est un secret. Voilà, la fille de Joël Corneau qui nous a mis en relation. Et voilà, leur présence pour moi ici. Et voilà, comme des fois, peut-être que ce livre n'aurait jamais été édité. Peut-être. D'ailleurs, c'était pas le but au départ. Hein? Oui, c'est super. Parce que non, mais au départ, c'était surtout pour mes enfants, mes petits-enfants, voilà, laisser une trace familiale, etc. Et puis voilà. Il est devenu ce que vous savez aujourd'hui. Pour vous dire à quel point il s'occupe, parce que moi, comme madame a écrit, je dis quand même, j'étais jaloux. Donc j'ai écrit un petit livre qui n'a rien à voir avec la guerre, mais qui raconte une enfance dure, très dure, de famille d'accueil, et puis jusqu'à mon engagement, 16 ans et demi, dans la marine. Il y a quand même la marine au milieu. Et voilà. Il y a le point commun. Voilà. Il y a le point commun. Merci beaucoup. Alors, avant de poursuivre donc cet échange, vous allez pouvoir acheter le livre, évidemment, et puis le faire dédicacer. Le prochain rendez-vous, on parlera des résistantes, 1940-1944, la prochaine conférence par Dominique Misica. Ce sera ici, donc, au siège de la Fondation de la France Libre, le 17 novembre. À 18h, donc résistante 40-44, les femmes seront à l'honneur à nouveau et avec un très beau rendez-vous. Encore un très grand merci à vous pour cette excellente conférence sur votre papa, donc Alexandre Lofi. Merci Denise Bolofi. Merci beaucoup, M. Bayard. Merci infiniment de votre accueil. Merci beaucoup. Au revoir. Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Je répète, blesse mon cœur d'une langueur monotone.